Je m'appelle Makaïla Ngebla, je suis d'origine tchadienne, journaliste et blogueur, réfugié politique en France. Évidemment, le Tchad est un pays, comme vous le savez, s'il faut se situer géographiquement, c'est que c'est un pays qui est en Afrique centrale. Au nord, vous avez la Libye, vous avez le Soudan, un peu à l'est, à l'ouest, vous avez le Niger, le Cameroun, etc. Un pays où un régime autocratique dirigé par Idriss Déby, qui fait pratiquement 25 ans au pouvoir, il a accédé au pouvoir par les armes et il s'est maintenu au pouvoir par les armes, par des moyens qui ne sont pas démocratiques. Et du coup, à travers un régime beaucoup plus clanique parce que Déby s'est assis sur sa communauté pour s'opposer à d'autres Tchadiens. L'espace des libertés est fermé, l'espace politique est fermé. Et donc, les journalistes sont souvent traqués, intimidés par les dignitaires du régime. La société civile est absente. L'opposition démocratique qui devait jouer un rôle d'autorégulateur d'un système politique est complètement atomisée. Donc on s'est retrouvé dans un espace politique où complètement tout le monde est exclu. Il n'y a que Déby qui compte et il n'y a que son armée qui compte. Face à lui, des hommes se sont levés. Parmi ces hommes se trouve un modeste blogueur qui s'appelle Makaïla Ngebla, que je suis. J'ai animé un blog depuis Dakar pour contester effectivement la nature du régime, pour également aussi sensibiliser la communauté internationale, attirer l'attention de l'opinion internationale sur la pérennité d'un pouvoir aussi décrié par sa population. Et c'est ce qui m'a valu d'être expulsé du Sénégal en 2013. J'animais un blog qui est à 10 000 km du Tchad. Imaginez-vous un peu que le Tchad fasse pression sur le Sénégal, que le Tchad envoie son ministre de la Justice qui demande aux autorités sénégalaises de m'arrêter un jour. Nuitamment, on m'a imposé deux choix. L'extradition vers le Tchad ou l'expulsion vers un autre pays. Oui. Et donc, on m'a imposé un choix, c'est d'être expulsé vers la Guinée-Conakry. J'avais abandonné tout derrière moi, mes bagages, ma chambre, mon appartement à Dakar, et je me suis fait expulser vers le Sénégal. Et comme je disais, heureusement, comme mon blog est très connu et comme je militais également aussi dans les mouvements altermondialistes, un peu dans le réseau un peu international, il y a eu déjà des condamnations de la société civile africaine, condamnations d'Amnesty International, soutien des Reporters sans frontières, et puis en plus, soutien du gouvernement guinéen qui m'a accueilli et qui était un peu surpris par une expulsion. Je ne suis pas guinéen, je suis tchadien, on m'expulse vers la Guinée. Et donc, du coup, à Paris également, à ces voix associatives se sont jointes des voix politiques, notamment celle de Noël Mamère, celle de Pascal Canfin, qui ont effectivement plaidé ma cause auprès des autorités françaises. Et c'est ainsi que j'ai obtenu un visa de longue durée délivré par les Quai d'Orsay en 2013, où je suis arrivé en France. Et puis j'ai continué aussi à l'Union européenne, où j'étais entendu par la Commission développement à l'Union européenne sur les questions des rapports entre l'Afrique et l'Europe, et voir comment l'Union européenne, comment les parlementaires européens essayent de soutenir l'état de droit, la démocratie en Afrique. C'est un constat que je fais par rapport à l'espace des libertés dans la presse, au niveau local, notamment la presse écrite, la presse, les radios, les médias en général, qui, de mon point de vue, ont toujours ont été intimidés, soit que ceux qui osent parler, ce sont des gens qui sont beaucoup plus proches du pouvoir et qui sont appelés à répéter, à faire du perroquet, en fait, du journalisme perroquet. Et donc moi je me dis, pour se démarquer, il faut avoir un blog. Et le blog, je ne pouvais pas l'animer à partir du Tchad, je l'animais à l'étranger. Donc je l'ai créé en 2007, petit à petit, des 50 visiteurs, je suis arrivé jusqu'à 2000, 3000, 4000 visiteurs. Et donc le blog s'est identifié au niveau d'abord du Tchadien, en plus au niveau des Africains, en plus au niveau de l'opinion internationale, ce qui m'a valu d'être un peu beaucoup plus célèbre blogueur tchadien à l'étranger. Mais mon expulsion a encore donné plus de poids à mon combat, donné plus de poids à ma lutte pour la démocratie, pour les libertés en général. Nul n'est prophète dans son pays. Nul n'est prophète dans ce pays, évidemment. Mais à quel prix, quoi? À quel prix? Mais, comme vous l'avez constaté, des expulsions, la Padridi, je l'ai connue. À un moment donné, j'étais privé de mon passeport pendant 7 ans au Sénégal, privé également de mon statut de réfugié politique, parce que je n'avais pas droit à un statut de réfugié politique au Sénégal. Et donc le Tchad, mon pays d'origine, m'a complètement, je dirais, banni.
le Sénégal qui m'a accueilli n'avait pas voulu me donner un statut de réfugié politique. Donc je me suis retrouvé dans une situation où, si vous un peu parcourir mon histoire, c'est que quand la France m'a délivré le visa, j'ai expliqué aux médias français, notamment aux médias français en général, la France a restauré ma dignité. Parce que figurez-vous, un Africain se fait expulser par un autre Africain. Et donc c'est la tragédie qui se passe dans ces pays africains, malheureusement, qui soi-disant, entre guillemets, sont démocratiques. Vu que la censure s'est abattue sur les blogs, sur les sites d'information, on a basculé vers le Facebook, vers les réseaux sociaux, dont la page Facebook, qui est beaucoup plus accessible parce que jusqu'à là, les autorités tchadiennes n'ont pas réussi à les censurer. Et donc, je pense que c'est devenu une autre nouvelle plateforme qui permet aux gens, à partir de leur portable, de s'informer en temps réel, en temps instantané. Donc, le Facebook est devenu quand même un outil important de diffusion d'informations, de circulation d'informations et des libertés d'expression où les gens essaient de confronter les idées. Est-ce que toi, tu as des gens qui sont toujours au chat, qui t'envoient par exemple des informations, des lanceurs d'alerte en fait? Bien sûr, des lanceurs d'alerte, j'en ai énormément, j'en ai bien entendu dans l'opposition démocratique, dans les milieux des élèves, des étudiants, et qui n'arrivent pas à me l'envoyer par SMS, ils me l'envoient par Facebook. Vu que Facebook n'est pas contrôlé, je reçois des informations, des sources d'informations venant de ce milieu-là. Et comment tu les protèges? Je les protège parce qu'effectivement, vous savez, moi, déjà, mon expulsion, pour revenir à mon expulsion en 2013, c'est parce qu'ils ont arrêté déjà, ils m'ont mis sur le coup, ils ont mis également des journalistes tchadiens sur le coup qui ont été arrêtés. Et c'est ce qui a fait que depuis ces cas, je n'étais pour rien parce qu'ils ont réussi quand même à remonter sur ma boîte email, à contrôler les journalistes qui sont sur le chat, à les arrêter et à remonter vraiment. Donc il y a une traçabilité des correspondances. Et depuis ce temps, je pense que j'ai demandé à tous ceux qui m'envoient des messages assez importants sur mon blog de pouvoir l'envoyer sous d'anonymat et pour que je ne puisse pas quand même les mettre en danger parce qu'il faut aussi protéger ces sources, il faut aussi protéger ce qui te donne d'informations. Vous savez, à l'ouverture du débat sur le forum des médias libres, et la question a été posée, en fait, la correspondance, pas la correspondance, je dirais les liens entre la technologie et les médias. Donc ces deux liens sont indissociables. Donc on fait de l'information, on est obligé de connaître ce qui se passe dans la technologie. Donc du coup, les Canadiens en ont expérimenté, en France nous l'avons aussi également expérimenté. Je pense qu'aujourd'hui le journaliste complet, c'est celui qui peut non seulement répondre à des exigences techniques, mais également aussi répondre à des exigences déontologiques, éthiques, etc. Et c'est ça qui est un peu important aujourd'hui. On forme aujourd'hui, par exemple, des écoles de journalistes comme EFICOM a fait en sorte qu'on recycle des journalistes classiques pour les adapter aux nouvelles technologies de l'information. Et donc c'est vraiment une innovation majeure à saluer. Et moi, de mon point de vue, je me suis adapté à ce contexte, à l'évolution graduelle de cet environnement en perpétuelle mutation. Vous savez, aujourd'hui, la technologie, elle s'est accélérée et il faut vraiment s'y adapter à cette évolution. Je pense que tous les journalistes classiques sont appelés à s'y adapter pour que franchement ils puissent aussi répondre aux exigences de leurs lecteurs, je veux dire. Rien que pour respecter la charte du syndicat national des journalistes. Tout à fait. La protection des sources, quand on est sur Google, tout à fait. C'est fini. Tout à fait, oui. On ne protège plus. Et quand tu dis tous les journalistes, est-ce que c'est pas aussi tous les citoyens? Oui. En fait. Mais justement, donc du coup c'est ça en fait. On est arrivé dans. C'est pourquoi je dis, moi je pense qu'il faut pas plutôt. On a eu ce matin un débat assez intéressant où il y avait une intervention, une contribution d'un ancien journaliste qui avait 40 ans. Il faut aller vers une réforme également de ce cadre juridique. Parce que si jamais on reste en démarquage, en décalage par rapport à 30 ans, je pense que maintenant il faut que le cadre juridique se réforme, s'affirme et puis se contextualise en fonction de l'évolution actuelle de la nouvelle technologie. Et ça c'est important pour la protection de ces sources, pour la protection également de la variété d'informations.